Voilà, chers amis, chers camarades, je suis ravi de vous retrouver en présence d'Adrien et Victor. C'est le premier jour des vacances, donc on va les faire participer à cette vidéo qui est un question-réponse. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écrit sur les posts de la commu, enfin je sais pas, j'imagine qu'on doit dire ça comme ça, ou qui se sont adressés à moi via les réseaux sociaux. Je vais essayer de répondre à chacune de vos questions. Pour les personnes qui ne connaissent pas, une mini présentation. Donc moi je suis un journaliste depuis environ 2005, j'ai dû faire mes premiers papiers en 2005, donc ça fait quand même bientôt 20 ans. J'ai été un journaliste tout à fait lambda, hein. J'ai travaillé au Matin Bleu quand il existait, ensuite chez 20 minutes, ensuite dans un tabloïd qui s'appelait Le Matin, dont il ne reste plus qu'un vague site web aujourd'hui. Et puis ensuite j'ai été porte-parole de la police municipale de Lausanne pendant un tout petit peu moins de 4 ans avant au gré de courtes expériences successives, avant de me dire que finalement, il fallait que je plaque tout et que je vive selon mes idées, selon mes valeurs, selon mes envies. Et c'est ce qui m'a conduit à créer Le Peuple. Son rêve sort tout juste de l'imprimante. Pendant 15 ans, Raphaël Pommet a travaillé comme journaliste dans des médias traditionnels. Seulement, il avait l'impression de ne pas toujours pouvoir s'exprimer comme il l'aurait souhaité. Alors, vous voulez pas tous devenir journaliste, mais peut-être que il y a des personnes qui se disent mais en fait moi le salariat j'en peux plus, et j'aimerais vivre un peu selon ma conception de la vie. Donc c'est une vidéo qui je crois peut vous donner quelques idées de ce point de vue-là. Le moment autopromo, je le fais hyper rapide pour dire que vous avez toujours dans la description de la vidéo la possibilité de vous abonner à mon journal, de me faire un don, notamment pas via Tipeee. Et puis j'ajoute ma newsletter perso sur laquelle j'écris 2 voire 3 fois par semaine, des petites choses, hein, un peu des instantanés, des choses que j'ai vécues, des discussions enfin voilà, ça donne un peu ma vision du monde quand je discute avec le patron du kebab ou des choses comme ça. Quand je rentre dans une église puis je me dis mais qu'est-ce qu'on est en train d'y faire. Enfin toutes ces réflexions, voilà, c'est ce que je partage sur cette newsletter. Donc abonnez-vous, c'est gratuit et c'est toujours bien pour me suivre au-delà de mes vidéos puisque je suis plus réactif par écrit qu'en vidéo. On passe aux questions avec Victor. Donc j'ai regroupé ces questions en 3 catégories. Il y a les conséquences des choix professionnels que j'ai faits, la réalité de mon quotidien avec le journal Le Peuple et enfin les divers. Est-ce que tu commences, Victor? Voilà. Euh, c'est écrit qu'est-ce qui vous a motivé à devenir indépendant? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à devenir indépendant? Comme je l'ai dit, hein, moi je viens du circuit des médias tout à fait classique. Mais ça faisait une petite dizaine d'années, disons, que je lisais de plus en plus sur des auteurs que j'avais pas découverts, notamment à l'Uni, hein, où j'ai fait philo, des auteurs que j'avais pas croisés. Ces auteurs, c'est Peggy, c'est Orwell, c'est Chesterton, enfin voilà, bref. Euh, enfin, c'est mon horizon intellectuel. Puis en fait, cet horizon grandissait en moi, et en fait, je trouvais pas vraiment de quoi l'exprimer finalement dans mon boulot de tous les jours. Donc ça, on va dire la trajectoire intellectuelle. Puis après, il y a une chose toute bête, c'est que je m'emmerdais horriblement. Moi, je supporte pas, si vous voulez, je supporte pas d'être coincé quelque part. Et puis, je dois suivre les règles. C'était pas mal ce massage, c'était qui ça? Voilà, je résiste très mal à l'emmerdement. Enfin, j'ai une sorte d'énergie un peu comme ça, vitale, qui fait que je supportais pas qu'on me vole 2 heures pour un comité qualité. Par exemple, dans un de mes postes, un moment, on avait discuté 1 heure pour savoir quel parfum fallait mettre au mur des toilettes du bureau. Moi, c'est des choses que je supporte absolument pas. Je supporte pas le team building, je supporte pas tous ces trucs-là. Enfin, j'aime pas la vie en communauté. Et puis, j'aime pas l'autorité. Et ça veut dire que, voilà, se soumettre à des gens que je trouvais finalement pas spécialement malins, suivant où, même si j'ai eu d'excellents chefs aussi dans ma carrière, hein, mais disons que je supporte mal le fait voilà, de devoir être soumis à une autre autorité que la mienne. Puis tout ça, ça m'a orienté vers ce besoin de liberté que je peux vivre maintenant en tant qu'indépendant. Aussi, j'aime pas conduire, donc j'aime pas les grands trajets, penduler, ça me rendait dingue. Enfin, voilà, j'avais besoin d'être libre, j'avais besoin de vivre librement. Maintenant que vous avez goûté à l'indépendance, seriez-vous serein à l'idée de réintégrer un poste typique de salarié? Non, non, en fait, une fois qu'on est devenu libre, même si on bouffe des pâtes, même si par moments c'est vraiment difficile,
financièrement, bah non, on peut pas. Parce qu'il faut voir, c'est que moi, à un moment, j'allais mourir en fait. J'avais des boutons partout sur le corps simplement parce que je détestais mon quotidien. Tu te souviens d'ailleurs, toi? Toi, Ouais. t'étais assez grand. J'avais des boutons absolument partout. En fait, ma femme me disait, bah voilà, t'es en train de faire un cancer, tu vas mourir. Et puis, euh, et puis, bah voilà, là, c'était un signe que bah il fallait passer à autre chose. J'étais extrêmement malheureux. Et puis, donc non, je pourrais plus jamais faire ça. Ça veut pas dire que je peux pas travailler. J'ai des gens que je considère bah, comme des patrons dans des mandats que je prends parce que j'ai un journal et une activité de communicant et je travaille avec plaisir avec des gens, voilà, souvent d'un certain niveau. Mais c'est pas la même chose que d'aller tous les jours au bureau, puis prendre le café, puis ah, toi ce week-end c'était comment, etc. Non, ça c'est complètement impossible pour moi. Dans quelle mesure vous sentez-vous le plus libre depuis que vous avez pris cette décision? Bah, moi, j'ai eu une carrière sportive entre 30 et 40 ans où j'ai fait pas mal de compétitions en sport des kettlebells. Et puis, bah, à ce moment-là, je pouvais quand même m'entraîner, notamment quand je travaillais à la police. J'avais 3 semaines par mois les horaires assez carrés. Et donc là, je pouvais m'entraîner le soir. Et puis, dans mes expériences ultérieures, eh bien, je bossais toute la journée. C'est-à-dire que je partais le matin, mes gamins dormaient, je rentrais le soir, mes gamins dormaient. Et pour m'entraîner, voilà, fallait un peu faire des choses, fallait aller à midi, trouver une pause, si possible un peu dormir chez un collègue, etc. Oh, dormir non, mais se doucher chez un collègue, manger, retourner au boulot, machin, mais pendant que tu t'entraînes, faut voir, t'as encore 50 messages et tout ça. Et ça, pour moi, c'était l'enfer, ça me rendait malade. Aujourd'hui, avec la vie que j'ai, bah, je peux m'entraîner quand je veux. Je vais aller faire une demi-heure de corde à sauter sur mon balcon, je vais aller faire des squats dans mon garage, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment un des gros aspects de la liberté. Un autre aspect qui est fondamental, c'est que quand vous êtes votre propre patron, bah voilà, si vous décidez d'aller faire une randonnée avec les gamins, bah, vous n'êtes pas toujours en train de surveiller votre téléphone pour voir si vous avez quelqu'un de votre équipe qui a une question urgente et tout ça. Allez, dis-nous où on est, vas-y. On est au seau de l'eau. Ouais, on est au saut de l'eau, ça te plaît? Un des moments les plus durs, même si c'est tout bête, hein, mais c'était un moment où j'étais rédacteur en chef de La Télé, une chaîne régionale pour Vaux-Fribourg. Et puis on va voir un musée, c'est un musée des Beaux-Arts à Neuchâtel. Et je me dis, ah bah ça va bien, dimanche en famille, va bien, un peu le bonheur bourgeois, tout ça. Et puis, bah, il y avait quand même des piquets, mais on n'était pas très réactifs. Mais soudain, à Sainte-Croix, il y a un gros truc, je crois un gamin qui avait été enlevé en France, qu'on retrouve à Sainte-Croix, donc au-dessus d'Yverdon. Et tout à coup, il faut gérer ça à distance, alors que tu es avec ta famille et tout ça. Et donc, en fait, tu as toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ça, pour moi, c'est pire que tout, parce que bah, tu dois pouvoir déconnecter et être simplement pleinement avec ta famille. Donc, si tu es indépendant, tu vas beaucoup bosser, mais tu es libre. Dans quelle mesure vous sentez-vous plus limité? Bah ça c'est financièrement. Les postes que j'occupais étaient souvent assez bien payés, mais le pognon compense pas le malheur. Hein. J'entends si vous êtes malheureux, vous pouvez gagner 20 000 balles, vous serez malheureux, ça va rien changer. Et donc oui, il y a des limitations qui vont avec. Bah voilà, là on va faire nos premières vacances, donc on va au Tessin. C'est nos premières vacances depuis des années en fait. Et, euh, et donc ça, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur parfois de pas pouvoir offrir les vacances qu'on aimerait à ses gamins et tout ça. Mais disons, ils ont un père qui est pas dépressif, qui est pas violent, puis qui est content d'être avec eux. Et ça fait quand même, voilà, ça vaut le bonheur au quotidien vaut bien la limitation financière, si vous voulez. Votre femme est-elle plus heureuse? Alors je lui ai demandé, d'ailleurs c'est une question de femme, hein, j'ai trouvé bien, on voit qu'il y a quand même une solidarité féminine dans ce monde. Oui, ma femme est certainement plus heureuse comme ça, bah déjà parce que bah, je suis bien, j'ai pas de, enfin je suis heureux quoi. J'ai pas, voilà, je me lève pas en me disant ah, chier d'exister quoi. Donc oui, bah bien sûr si vous êtes heureux, bah si vous êtes content de vous lever le matin, si ce que vous faites vous intéresse, si vous voyez aussi différentes choses, ça c'est un truc important, c'est de voir différents environnements. Souvent, quand vous êtes sur une place de travail, vous en sortez pas. Et vous êtes toujours dans un univers gris, de bureau, et tout ça, et vous y passez la moitié de votre vie. Ça amène du malheur à la maison, ça amène de la grisaille. Moi, bah, voilà, dans une certaine mesure, je lis les bouquins qui m'intéressent, je parle à des gens que je trouve intéressants, ou j'ai des mandats dans des domaines sur des questions qui m'intéressent, l'autonomie juridique de la Suisse, l'identité, l'évolution de la religion, des choses comme ça. Donc je vis dans un univers intellectuel qui me fait du bien. Puis ça, partager avec ma femme le soir, bah, ça fait qu'on a comme des discussions un peu plus intéressantes que quand je m'énervais à cause d'un collègue qui faisait trop de bruit dans un bureau, enfin ce genre de truc là. Donc oui, ça c'est déjà très important.
Et puis, bah voilà, notre vie a beaucoup changé. On a beaucoup travaillé les deux avec ma femme, donc on continue, hein, celle qui fait la mise en page du journal, des choses comme ça, mais elle a aussi recommencé à bosser. Donc il y a une sorte d'inversion, puisque maintenant elle est à 70%. Moi, dans une large mesure, je bosse alors, avec mes deux boîtes, avec le journal et la communication. Je bosse souvent depuis la maison, donc il y a pas mal d'organisation et tout ça. Mais disons on n'est plus des étrangers l'un pour l'autre la plupart du temps, pas spirituellement, mais j'entends en termes simplement de rythme de vie. Arrivez-vous à développer, des pattes Des partenariats. Est-ce que j'arrive à développer des partenariats? J'en ai développé quelques-uns. J'en ai un avec une organisation qui s'appelle ProSuisse, qui défend la souveraineté de notre pays et une neutralité assez stricte. Alors là, il y a des articles que vous trouvez chez eux et que je publie à la fin du mois aussi dans mon journal. Donc ça fait une petite source de revenus annexe. J'ai quelque chose, quelques sorties comme ça enfin quelques entrées plutôt d'argent qui sont liées avec le journal. J'ai aussi fait des choses pour Futur, qui est une organisation chrétienne pour laquelle j'ai fait deux, trois articles. Et effectivement, ce qui fait qu'on s'approche de moi pour que je fasse un article pour des partenaires, c'est rédacteur en chef du Peuple, ce genre de choses-là. Mais disons que globalement le journal est trop petit à la différence de la chaîne, hein, parce que je fais aussi cette vidéo parce qu'on a passé les 2500. Donc les partenariats, à mon sens, se feraient plus avec la chaîne YouTube aujourd'hui. touchez-vous un public plus vaste que la catholique convaincu? Que les catholiques convaincus. Oui. Convaincus. Les cathos de chez Cato, c'est une petite part de mon audience en réalité. Dans les milieux qui me sont les plus fidèles et pour lesquels j'ai le plus d'amitié, bah, il y a le monde évangélique, ce qui surprend toujours parce que d'un point de vue liturgique, je suis un catholique assez traditionnaliste, disons, et j'ai toujours veillé à avoir ce lien d'amitié avec les évangéliques. Donc il y a le monde évangélique qui suit pas mal ce que je fais, qui est très généreux souvent, euh, donc voilà, pour lequel j'ai vraiment énormément d'amitié. Et puis en fait, par-delà ça, je pense que la plupart des gens qui me suivent, mais alors ça vous me le direz dans les commentaires, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de culture chrétienne, mais qui sont plus ou moins éloignés de la religion ou qui sont pas croyants. Donc c'est pas une chaîne catholique, en tout cas pas. C'est une chaîne, oui, qui mobilise des valeurs chrétiennes, etc., mais qui vise vraiment le bien commun et l'unité entre les gens qui n'ont pas envie de vivre dans un univers vide. Quelle est votre portée? Quelle est votre portée? France et Suisse uniquement, Belgique et Canada, ensuite voire Afrique francophone. Bon, c'est grosso modo moitié-moitié France-Suisse. Si je fais un truc super large, bah, typiquement les trucs que j'ai fait qui parlaient de mes doutes par rapport à ce pontificat, là on touche un peu plus large. Mais c'est pas forcément le but, hein, parce que mon journal est clairement continental, quoi. Si on veut, c'est vraiment un point de vue suisse sur des évolutions de société globales. Donc, hop là, je perds ma casquette. Donc, globalement, France-Suisse, moitié-moitié, assez peu sur les autres continents. Cela dit, on m'a proposé de toucher une chaîne québécoise, et effectivement, je vais essayer de les contacter, une chaîne catholique québécoise, assez propre, enfin très pro. Donc ouais, je vais essayer de les contacter avec ça. Êtes-vous victime comme certains indépendants en Suisse, la croyance Que tous les indépendants et patrons sont riches. Alors, tu vas chercher mon chat. Bon alors le fait de croire que tous les indépendants sont riches, bon ça j'y échappe quand même assez largement parce que bah, les gens se rendent bien compte que lancer un journal à partir de zéro et essayer d'en vivre, bah faut avoir le cœur accroché quoi. Donc non, je suis pas tellement victime de cette croyance-là. Est-ce que vous vous reconnaissez encore dans ce que fait la police? Ouais, ça c'est une question difficile pour moi parce que bah déjà il y a des choses dont je peux pas parler. Hein. Il y a quand même un secret de fonction qui va avec ce que j'ai fait et qui me poursuit au-delà de ce que je faisais à la police. Maintenant, dans les grandes lignes, être en phase, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je dirais qu'à la police, moi j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Il y a des gens enfin voilà, pour qui je garde encore beaucoup d'amitié, avec lesquels j'ai encore des liens. Et puis, bah, il y a des personnes que je suis content de plus trop côtoyer, quoi. Voilà, mais c'est comme partout dans le fond. Après, bon, il faut quand même voir, quoi. Il y a quand même un courage, quoi. Être policier, vous voyez des trucs moches, quoi. Vous devez. C'est clair qu'il y a quand même des. Enfin, je sais pas. Moi, je me souviens d'une fois, je crois que c'était un 23 décembre, ça devait être un vendredi,
et je vais prendre le café, je dois être plus ou moins seul au boulot, peut-être que les gens sont déjà en vacances et tout ça. Donc moi j'étais porte-parole, hein, j'étais civil. Et puis je prends le café avec un collègue, puis tout à coup le collègue il me dit ah écoute là il faut qu'on y aille, il y a un gars bourré qui a dormi dans sa bagnole, là, a dormi que 2 heures et il a causé un accident avec des gamins qui allaient sur le chemin de l'école ou un truc comme ça. Alors au final, c'était beaucoup moins grave que ce qu'on imaginait, mais il faut quand même se faire la représentation. C'est 7h30, vous allez au boulot, prenez votre café, vous commencez la journée, puis en fait vous vous dites que potentiellement vous allez voir des gamins qui se sont fait, enfin voilà, à qui il est arrivé des trucs pas rigolos. Donc ça, bah, rien que pour ça, il y a quand même faut avoir une certaine, faut comprendre ce que c'est le quotidien des policiers. Il faut aussi comprendre que c'est pas facile de devoir faire un boulot. Il y a beaucoup d'attentes de la société sur vous. Et puis en fait, bah, vous êtes limité par la chaîne pénale, c'est-à-dire que bah, vous arrêtez les gens, vous faites votre boulot, puis les mecs sont tout de suite dehors. Alors les gens disent ouais, ils font quoi les flics et tout ça, et voilà. En même temps, eux, on attend de la police qui soit hyper carré, quoi, qui fasse les choses bien. Mais bah, il y a une frustration qui monte parce qu'on fait un boulot qui est en fait qui est pas forcément suivi des faits. Donc il y a quand même beaucoup d'aspects du quotidien de la police, notamment psychologiques en fait, qui sont, je trouve, sous-estimés. Donc pour ça, oui, je garde quand même une certaine admiration pour pas mal de gens. Mais il y a aussi pas mal de gens, bah voilà, que je suis content de plus voir. Comment voyez-vous la résolution des désirs woke que l'on voit dans les institutions publiques avec le système politique que l'on a? Ouais, bah je pense que ce qu'on a appelé le wokisme, hein, c'est que je conteste le terme, je pense que c'est entré dans une phase de reflux. Je pense que bah finalement bientôt on va plus beaucoup en parler, donc ça sera, voilà, on regardera ça avec pas mal d'amusement. Après, le wokisme, avec des guillemets, c'était une réaction complètement excessive, mais qui a aussi permis de faire sortir des choses pas rigolotes, hein. Je veux dire, la question des abus sexuels, notamment, qui a quand même aussi fait partie de ce truc-là. Bah, je pense que dans une large mesure, c'est embêtant, ça fait du bruit. Dans une large mesure, bah, c'est quand même un produit de cet état d'esprit et ben finalement, tant mieux que certaines choses aient commencé à sortir et les gens qui gueulent à la cancel culture parce qu'enfin on parle d'horreurs qui sont arrivées à des gens il y a 30, 40 ans, 50 ans, et ben voilà. Donc il y a une part de positif dans le wokisme, contrairement à ce qu'on veut toujours dire dans les milieux conservateurs où on veut toujours voir le pire, etc. Maintenant, bah, c'est clair qu'il y a eu des choses, il y a des choses insupportables dont on n'a pas fini de rigoler. Enfin, notamment, moi j'en rigole dans l'Observatoire du Progrès, dans le journal. Mais voilà, moi, c'est les discussions, les débats politiques où ça commence par mais les habitants et habitantes de ce pays ont le droit de savoir. Enfin, tous ces redoublements infantiles du sujet, enfin, tous ces trucs-là. Oui, bah ça, vivement que la mode passe, mais je crois que c'est le cas. Je crois que c'est en train gentiment de. Enfin, je crois que en fait, ça emmerde tout le monde, quoi. Voilà. Et la dernière question, c'est que diriez-vous à des Français qui rêvent des systèmes éducatifs et démocratiques suisses? Bah, on a fait une vidéo hein, sur ce qui fait la grandeur du système suisse. Moi, mon opinion, c'est que c'est moins finalement la démocratie directe, parce que bon, enfin, parce en France, elle est souvent un peu surestimée notre démocratie directe. Mais je crois que c'est surtout l'application d'un principe qui fait partie d'ailleurs de la doctrine sociale de l'Église, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que enfin pour aller très très simple, au niveau le plus bas de l'autorité politique, c'est-à-dire le niveau du village, par exemple moi je vis dans un village, eh bien en fait il y a un large pouvoir et une large autonomie. Ce qui peut être résolu au niveau le plus bas n'a pas besoin d'être pris en charge par le niveau le plus haut. Donc on a des niveaux de pouvoir qui sont très divers et qui se contrebalancent pas mal en Suisse. Et bah, en France, bah non, c'est pas le cas parce qu'il y a une culture très centralisatrice, une sorte de reste de monarchie sans la grandeur, quoi. Donc aux Français qui rêvent du système suisse, bah, je dis, bah, votre action, votre combat politique, il devrait plus porter sur la décentralisation que sur le fantasme de la démocratie directe. Je suis pas certain, pour être tout à fait honnête, qu'en France, un système de démocratie directe marcherait très très bien. Je dirais, il faut une certaine rigueur, je dirais, dans les habitudes d'un peuple pour que ça fonctionne. En Suisse, je pense qu'il y a une éthique du travail qui est protestante et qui a fait, enfin, qui est largement irriguée par le protestantisme et qui a fait une sorte de sentiment que chacun
il est nécessaire que chacun fasse bien son boulot, ou ne laisse pas des choses par terre, arrive à l'heure. Enfin, il y a une sorte de rigueur naturelle qui est propre au peuple suisse et qui vient, je pense, de notre fond culturel qui est quand même largement, enfin, bon, qui est catholique et protestant. Euh, mais je suis pas sûr qu'en France ce système marcherait aussi bien. Je crois qu'il y a un côté en France où on s'attend à recevoir des choses de l'État. On considère que l'État, d'un côté on l'aime pas, mais de l'autre on veut qu'il nous assiste ou des choses comme ça. Donc voilà un peu ce que j'en pense. Puis vous, on va comme vous poser une question. Est-ce que la vie est mieux maintenant ou c'était mieux avant quand j'étais pas là? C'est clairement mieux maintenant. Même si t'es quand même, si parfois tu nous engueules un peu, c'est quand même mieux maintenant. Je l'engueule jamais. Moi. Un peu. Je t'engueule toi? Oui. Bon, voilà. Mais par contre, c'est cool parce qu'il fait à manger. Voilà. Merci, chers amis, chers camarades. On vous dit au revoir et à la prochaine. Nous, on part quand? Après-demain? Ouais, je crois. Ouais. Allez, on dit au revoir, les gars. Ouais, au revoir. Au revoir. Ciao.